Une conférence que je ne prononcerai jamais. Pièce radiophonique de Terence Craig. Mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir vous parler ce soir. Longtemps, j'ai attendu l'occasion de vous avoir rassemblés devant moi, bien des personnes qui me sont connues, d'autres que je ne connais point. Je vous regarde de l'estrade, bien rangés sur vos bancs d'auditoire, comme des étudiants venus écouter un cours magistral de leur professeur. Mais vous n'êtes pas exactement des étudiants. Vous êtes un auditoire de soirée, un groupe de bons bourgeois, trop bien habillés, qui s'est assis avec trop de cérémonie, trop de regards autour de la salle pour voir le genre d'humanité qu'on avait dans l'auditoire avec soi, pour être une classe de jeunes gens. C'est curieux, je l'avoue, mesdames et messieurs, de me trouver dans une pareille situation. Je suis devant vous et j'ai une conférence à prononcer. Imaginez, si vous voulez, le cauchemar de tout professeur. Une conférence à prononcer, déjà sur l'estrade, et rien à dire. Il est vrai que je n'ai rien à dire, mais cela n'est pas dans la présente situation un accident imprévu. Que cela ne vous choque non plus, que je n'ai rien à dire, moi. Cet aveu, franc, et comme je le veux, fait de prime abord, est en réalité l'âme de ce qui va se passer dans cette salle, ce soir même. Non, mesdames et messieurs, je n'ai rien à vous dire, et si vous allez apprendre quelque chose ce soir, ma foi, ce n'est pas moi qui vous l'enseignerai. On se dresse normalement devant un auditoire universitaire pour persuader ses auditeurs de la vérité ou de la fausseté de quelque argument. Mais moi, hélas, je sais depuis trop longtemps que je ne suis pas fait pour persuader. Et s'il est arrivé parfois dans la vie qu'un homme a été persuadé de la vérité d'un argument que je soutenais, c'est parce qu'il a trouvé cette vérité par son propre raisonnement, après qu'il m'en eut entendu parler. Dans la plupart des cas, mes arguments, loin de persuader, n'ont été reçus par ceux qui devaient les accepter et les honoraient qu'avec mépris et silence. J'ai beaucoup étudié dans les livres, comme vous le savez. Des fois, j'ai cru presque que le paradis était à trouver sur des rayons de bibliothèque. Rien de plus faux, en fait. J'ai eu des accès de lecture, des moments dans la vie où j'ai cru que les livres contenaient de la joie et où je n'existais que pour lire, presque. Mais ça n'a pas duré. Toujours à la fin, j'ai été pris par une lassitude irrésistible. Je me suis dégoûté de la lecture et je suis sorti de la bibliothèque où je me trouvais. C'était toujours dans une bibliothèque, en effet, que l'expérience se produisait. La poussière dans l'air sec, une sorte de claustrophobie parmi les rayons, qui sait? Je sortais, heureux de pouvoir marcher, respirer en plein air. Je suis peut-être comme ces malheureux qui adorent les chats, mais qui sont allergiques à leurs poils. Cela me transporte, m'exalte de pouvoir m'entourer de livres, mais je ne puis le supporter pour longtemps. Franchement, je ne sais pas pourquoi cela est. Depuis mon enfance, j'ai eu un vif plaisir intellectuel à lire,
et non seulement à lire un livre, mais à consulter des ouvrages et des références. J'étais déjà en train de me faire érudit. C'est la raison pourquoi j'ai fini par fréquenter des universités. Hélas, j'y ai perdu les plus belles années de ma jeunesse. Mais je n'ai pu tenir. Plusieurs fois, dégoûté parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais, ou peut-être parce que je l'avais trouvé en effet, je me suis retiré de la vie d'étudiant. Mais chaque fois je suis revenu, n'ayant à l'époque ni le courage, ni l'imagination pour faire autre chose. La dernière des crises est venue, je m'en souviens, au moment où j'achevais mon doctorat. Mais alors là, c'était trop tard. Mes études étaient finies. On m'a dit maintes fois quand j'étais jeune, mesdames et messieurs, de ne parler que pour moi. C'est que j'avais la prétention de parler pour tout le monde, de parler en général. C'est présomptueux, c'est arrogant. J'ai eu tort de le faire. Mais alors, voyez que c'est une faute que je ne commets plus. Je peux vous dire honnêtement que j'ai renoncé au discours généralisant, fût-ce philosophique, moral, politique ou savant. Non, il ne faut parler que pour soi, j'en suis convaincu. J'ai voulu être normal, mais je n'ai jamais pu l'être. Tant de fois, je me suis trahi parce que j'ai voulu être accepté par des autres, par des gens que j'aimais ou qui m'aimaient. Quelle bassesse! Et quelle cruelle vengeance s'est abattue sur moi quand je n'ai pu être et faire ce qu'on attendait de moi. Ils se sont mis contre moi, ils m'ont méprisé cruellement. Je me dis maintenant, et je vous le dis, inutile pour moi de vouloir paraître normal. Un beau jeune homme, j'ai manqué de l'être. Je n'ai pas eu d'avenir malgré tout. Même si je promettais beaucoup, j'étais décevant. Et maintenant, je vis ma vie et forge mon discours dans le silence ininterrompu de ceux auxquels on a tourné le dos. Abandonné à moi-même, j'embrasse mon sort, la normalité. Homme de contradiction, je réapparais devant vous ce soir comme un revenant. Je tiens à mes titres de noblesse, d'anormalité. Je ne les abandonnerai plus. Je me suis émancipé définitivement. Tout le long de ma vie, mesdames et messieurs, il y a eu un combat incessant entre le même et l'autre. J'ai toujours eu le sentiment d'être différent des autres, adultes et enfants. C'est que je voyais des choses qu'eux ne voyaient pas. En même temps, j'étais tout possédé par le désir de maîtriser les arts et les sciences, et de poursuivre des enquêtes touchant ce qui est, pour les hommes, un savoir commun. Bref, tout en m'arrogeant le droit de n'avoir personne au monde comme mon égal, j'ai voulu être l'égal de tous, et dans tous les domaines. Cela ne doit pas vous étonner, chers auditeurs. J'ai été un enfant très sensible, voire d'une sensibilité extrême, qui me priva inévitablement de la compréhension des autres. En même temps, j'avais le malheur d'être très intelligent. Me voilà donc tiré par les deux bouts. Un homme trop sensible ne devrait pas être trop intelligent. Il finira par se méfier de la sensibilité et s'ironiser là-dessus. Et la sensibilité n'admet pas d'ironie. Un homme intelligent ne devrait pas être trop sensible. Il finira par douter du pouvoir de son intelligence et de se débarrasser d'un phare si pesant qui ne cesse de l'opprimer. Alors moi,
J'ai eu le malheur d'être les deux choses en même temps, ce qui m'a rendu homme de contradiction, pleine d'ironie, toujours porté à l'ascèse intellectuelle. Pauvre moi! Être autre et vouloir être le même m'a rendu deux fois différent. Trop sensible, hélas, pour obtenir le respect des érudits, trop intellectuel pour pouvoir passer dans les milieux artistiques sans choquer mortellement les âmes sensibles. J'étais seul. Regardez un peu autour de vous. Déjà, vous êtes moins nombreux dans la salle. De temps en temps, un individu ou un groupe se lève, distrait, hochant la tête, et quitte l'auditoire. Je regrette d'être si décevant, mais pour moi, c'est une sorte de métier. Oreste, comme vous le savez, était poursuivi par les Euménides, à cause d'un acte de vengeance très connu. Ces dames peu charmantes le perdaient de vue de temps en temps, mais juste au moment où il s'était pris dans une bêtise quelconque. Elles venaient toujours le trouver. À la fin d'Andromaque, il les apostrophe en ces termes. « Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? » Je suis comme lui. Mon malheur a été de vivre à une époque où les êtres mythiques reçoivent peu de considération ou de crédit. Alors, si tel ou tel d'entre eux s'était mis en colère parce que je n'avais pas téléphoné à l'heure prévue, ni pendant toute une semaine après, ou parce que je n'avais pas fait le travail que je vous avais promis, alors inutile pour moi d'indiquer d'un geste muet les dames qui me tenaient compagnie, avec leurs cheveux vivants, pour faire geler le sang et opprimer le cœur. J'étais, moi, le seul à les voir. Pour les autres, invisibles. Elles n'existaient que pour un malheureux comme moi. Ah, chers amis, s'il m'est permis de m'adresser à vous en particulier, je vous ai déçus. Tous avaient senti l'amertume de constater que celui dont vous attendiez de si bonnes choses ne pouvait pas les donner. Vous avez eu tous à me reprocher quelques sottises, quelques remarques peu à propos, quelques manques de courtoisie, quelques faillites. Vous m'avez vu confondu, pleurant, battu, et vous m'avez blâmé. À ce moment précis, c'était fini entre nous. Je ne vous ai tourné par la suite qu'un sourire poli et un peu triste, un corps de glace. Je vous ai perdus tous. Je ne dirai pas si vous avez eu raison de me blâmer. Je ne me blâme pas. Mais comprenez que vous avez affaire à un homme qui n'a jamais réussi à atteindre le normal dans n'importe quel domaine de la vie. Vous m'avez encouragé, me direz-vous. Vous m'avez dit qu'il fallait essayer tout pour prendre de l'assurance. Vain espoir pour moi qui n'avais pas d'assurance dans mon être. Vous m'avez blâmé. Vous vous êtes mis en colère. Vous avez levé la voix. Vous avez dit que j'allais trop loin. Et je suis parti. Mon cher maître, vous avez voulu faire de moi un conférencier. Malheureusement, aucune université n'a voulu m'embaucher à cause d'un certain embarras à parler en public, d'origine neurophysiologique, qui se faisait facilement remarquer. Mais je dois vous dire qu'il y a eu une autre difficulté qui a pu bloquer la carrière que vous voyez pour moi. C'était en effet que je ne voulais pas accepter le rôle d'un professeur.
Vous m'avez confié maintes fois que tel ou tel de vos collègues était pompeux, ou vain, ou un être compliqué. Je crois que j'ai le regard un peu plus tranchant que vous, mais en les regardant, vos collègues, j'ai vu une bassesse, un carriérisme, une bureaucratisation intellectuelle qui n'était pas du tout de mon goût. Par conséquent, je n'ai pas voulu être de leur nombre. Vous m'avez dit une fois, il y aura une chaire pour vous, parce que vous êtes un homme de valeur. Or, voyez maintenant l'homme de valeur que je suis. Voyez la seule chaire que j'occuperai jamais. Chair d'illusion et d'imagination, chair de contradiction, d'opprobre professionnel. Vous allez trop loin, mon cher Terence. Je quitte la salle. Et vous, ma femme, vous ne manquez pas ce soir, vous non plus. Si je comprends votre déception, je ne peux excuser vos méthodes. C'est à moi ni de vous juger, ni de vous excuser. Je peux seulement vous absoluer. Mais permettez-moi, ma chère amie, de vous raconter un de mes rêves. Cela risque de distraire un peu l'auditoire en même temps. Voulez-vous? Eh bien, c'est un rêve qui date de notre mariage, justement. C'était un soir à l'université. On sortait justement d'une conférence. À la sortie de l'amphithéâtre, nous étions 3 ensemble dans la foule. Vous, mon cher maître, et moi. Je regardais un peu autour, puis, m'étant retourné vers vous deux, je vous ai vu en conversation plutôt animée. C'était une dispute, évidemment. Vous leviez tous deux la voix, sans que je puisse toutefois entendre vos paroles. Je me suis dit tout de suite, c'est évident, ils se disputent à cause de moi. C'est moi la seule chose qu'ils ont en commun. Entre-temps, la dispute continuait. Vous marchiez ensemble dans le couloir éclairé parmi les gens. Moi, je suivais à quelques pas de distance, ne voulant pas me mêler à une scène désagréable, et en même temps, constatant amèrement que, perdu dans une dispute à mon sujet, vous vous occupiez peu de moi derrière vous. À force de marcher, je me suis rendu compte que nous circulions lentement, tous trois, autour d'une petite pièce d'eau, entièrement entourée par les vitres de l'immeuble universitaire. J'ai fini par regarder à travers ces vitres. Le bassin était tout à fait noir. Rien ne se distinguait que l'eau qui y luisait faiblement. Pour aborder maintenant l'interprétation du rêve, il est évident que le bassin entourait de verre est mon âme, qui vous échappait à tous les deux, et que je voyais mal moi-même, puisqu'elle reposait dans une obscurité presque totale. Or, si vous ignoriez parfaitement mon âme, qu'est-ce que vous vouliez de moi? Une carrière, sans doute. Je trouve que le mariage est un système d'échange, comme ceux que nous décrivent les économistes. Une jeune femme s'échange pour la gloire de la carrière de son mari. Mais si le jeune mari a l'indiscrétion de nuancer ses expressions d'engagement professionnel, ou s'il y renonce complètement, la jeune femme s'est donnée pour rien. Je crois, ma chère, qu'en m'exprimant ainsi, je ne trahis pas trop votre pensée. Mon père, tu as voulu que je devienne quelque chose. À partir de ton expérience, tu as compris 2 choses, la littérature et la politique de gauche. Tu aurais voulu, je le sais, écrire des bouquins.
Au moins as-tu su te hausser à l'opposition du président de syndicat. Tu as compris assez bientôt que je savais écrire et tu m'as encouragé. Quand les années s'écoulaient et les bouquins n'apparaissaient pas, tu ne t'es pas plaint, mais je peux sans difficulté imaginer ta déception. Un fils qui promettait tant. Quand même, si je ne sortais pas de bouquins, ce n'était pas manque de volonté de te plaire. J'aurais bien voulu que tu sois fier de moi. Comme preuve, je peux indiquer la tentative de me mêler aux affaires politiques. Pour un temps, j'étais plein d'espoir, plein d'idéalisme, mais j'ai commencé assez vite à me sentir comme un poisson hors de l'eau. Maintenant, parmi tous ces jeunes gens à l'esprit pratique, qui n'avaient pas beaucoup de considération pour un rêveur comme moi, à gauche, la philosophie n'était plus à la mode. Chef de syndicat, tu as connu la réalité de la lutte des classes. Tu as mené des grèves. Tu as présidé des réunions houleuses. Tu as travaillé en comité. Bien que tu n'aies pas eu assez curieusement d'ambition politique, tu as joui de tes contacts avec des hommes politiques de gauche, de faire partie de la mouvance. Tu as connu les hommes. Tu as pu faire la moisson de beaucoup de connaissances pratiques, ce qui aurait eu beaucoup de valeur pour ton fils. Avec tes conseils, ton enseignement, il aurait pu devenir quelque chose. Mais il n'a pas été ainsi, pour des raisons que je ne comprends pas bien. Tu n'as jamais parlé de ton activité de syndicaliste à la maison, et je n'ai pas pu apprendre toutes ces leçons desquelles j'aurais profité énormément. Comme ces hommes qui ne parlent jamais de leur travail, à l'inverse des ouvriers traditionnels d'antan, qui initiaient leurs fils à leur métier au jour le jour, tu as gardé le silence sur la chose la plus importante de ta vie, que tu vivais avec passion. Ah, j'aurais pu apprendre tant de choses. Comment parler, comment argumenter, chercher des compromis, bâtir des alliances, neutraliser des ennemis, savoir insister et ne pas insister, selon le cas. Tu as été le maître de tout cela. Je le sais maintenant. Mais tu ne m'en as pas parlé. Pourquoi? Peut-être parce que tu étais très discret en ces choses. Tu partageais des secrets, des stratégies qu'il ne fallait pas livrer publiquement. Ou peut-être c'était de la honte. Honte de quoi? Honte de ce que tu faisais, même si tu y croyais fermement. Manque de vision? Tu ne voyais peut-être que cela ferait partie de l'éducation d'un fils. Tu ne voyais pas peut-être que ces choses étaient des aptitudes générales qu'on pourrait appliquer à toutes sortes d'affaires humaines. Ou peut-être à cause de ma mère. Elle ne sympathisait pas avec le mouvement syndicaliste. Elle venait d'un autre secteur de la société. Tu gardais le silence pour ne pas provoquer des disputes. Parce que des disputes, il y en avait. Elle te critiquait souvent amèrement, t'accusait de la négliger quand tu sortais le soir pour des réunions. Mais malgré tout, je reviens à la honte comme motif. Tu avais honte de toi-même, j'en suis sûr. Tu avais trop de honte pour instruire ton fils comme un bon père se devait. Et personne, probablement, ne t'avait dit que tout ce syndicalisme, tout ce mouvement de gauche était important et digne d'être transmis à la prochaine génération. Comme ces misérables parents parlant une langue minoritaire, qui ne la transmettent pas à leur progéniture, parce qu'ils ont honte, et donc leurs enfants grandissent sans héritage culturel.
Tu as été un orateur avant tout, et je ne t'ai jamais entendu prononcer un discours, sauf une fois, au mariage de ma sœur. Tu étais bon, tu étais un bon orateur, cela se comprend. Et voici que tu es dans l'auditoire maintenant, et ton fils est sur l'estrade à prononcer un discours. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Ai-je appris quelque chose de toi dans ce domaine? C'est parfaitement impossible, si ce n'était pas par une osmose quelconque. Et maintenant, voici que je prends la parole devant cet auditoire plein de gens, et je me demande franchement ce que tu penses de moi. Probablement pas beaucoup. Mais si je suis ici, ce n'est pas à cause de toi. C'est en dépit de toi. Ou ce n'est pas exact, peut-être? Il se peut que j'aie su dans quelque monde de l'imaginaire tout ce que tu étais, et que je suis ici ce soir parce que je voulais t'imiter, pour te plaire. Cela te plaît maintenant, de voir et d'entendre ton fils? Ingrat! Petit salaud! Une autre pensée me vient à l'esprit. C'est que tu ne me considérais pas digne de ton enseignement. Je n'étais pas le fils que tu voulais, malgré tout. Je n'avais pas beaucoup de force, juste de l'intelligence. J'étais un caractère soumis, avec mon bagage de honte que tu n'as pas manqué de me transmettre. Il est vrai que je ne serais un bon homme politique, plus que je ne serais un bon universitaire. Il me manque l'assurance. Il me manque l'esprit pratique de gens qui se mêlent de politique. Je suis trop préoccupé avec moi-même et mes propres souffrances, mon propre calvaire. Quant à toi, ton parcours était sans doute un calvaire. Je ne le sais que trop. Mais tu as pu assumer. Malgré tout, le principe de réalité a été trop important dans ta vie. Tu voyais tes limites. Tu ne te voyais que comme partie du mouvement ouvrier. Et si tu parlais avec conviction, c'était des affaires en main que tu parlais, pas de toi-même. Tu as bien fait. Toi, ma mère, tu restes silencieuse parmi toute cette foule de gens. Tu souris de temps en temps, sans rien comprendre, comme un visiteur venu d'un pays étranger qui ne parle pas la langue, mais qui sourit quand les autres s'amusent, pour ne pas gêner ses hôtes. Tu as l'air un peu distrait, doux et calme, mais étonné, d'un enfant qui regarde les adultes autour de lui, qui se livre à leurs préoccupations, dont il saisit mal la signification. Je suis fatigué comme toi, crois-moi. Je suis fatigué de l'immense fatigue de vivre qui frappe tous ceux, tôt ou tard, qui ont perdu l'espoir de guérir de leurs afflictions ou de vivre mieux. Cette fatigue, je la lis sur ton visage, elle t'accable. Non, ce n'est pas exact, car ton visage garde son expression douce et calme. Elle t'a accablé une fois pour toutes, ta raison a succombé, et ayant succombé, étant maintenant morte vivante, tu as retrouvé le sang-froid. Pardonne-moi de te déranger inutilement, car je vois les traits de ton visage se serrer dans une expression de perplexité, sachant être adressée. Mais je tiens cette conférence aussi bien pour toi que pour les autres. J'ose même dire que tu comprendras mon message mieux qu'aucun autre dans l'assistance ce soir. Je sais que les mots te dépassent parfaitement. Seule l'émotion dans les actes de communication engage ton esprit affaibli.
Tu sauras parfaitement les sentiments que j'exprime avec peine. N'aie en garde aux mots dont je me sers. Tu marches dans l'ombre, et tôt ou tard, la nuit t'avalera. Mais tu es encore vivante, entre vie et mort, et je suis content que tu sois là devant moi, toi aussi, ce soir. Ô ma sœur, je t'ai toujours aimé, pas comme un frère, mais comme un amant. Tu as fait la coquette avec moi, tu m'as fait flairer maintes fois l'odeur de musc de ta sexualité. Tu m'as montré tes seins, tu m'as brûlé les lèvres avec ton baiser, comme l'ange d'ailleurs a brûlé celle d'Isaïe avec un charbon gluant de l'autel du Tout-Puissant. On était frères et sœurs, celle-ci 7 ans plus âgée que celui-là. Tu as été une femme lorsque je n'étais qu'un enfant, mais tu as vu naître en moi les noires passions d'un homme. Tu m'as fait descendre aux racines de la vie, qui sont en bas ou en haut, au-dessous de la terre. Jour et nuit, tu m'as fait rêver du combat dans l'ombre, de l'amour dans ton lit, des mots chuchotés entre frères et sœurs, d'une femme nue dans les bras d'un homme dont l'humanité s'achève, au moment où il lui donne le don de sa semence. Que cela ne t'étonne pas que je te cherche dans toute femme à laquelle je me tourne. Je crois retrouver dans ses bras l'amour, l'être ensemble que tu m'as nié. Toi, tu as perdu autant que moi. Ensemble, mais seulement ensemble, nous aurions eu le courage d'affronter notre destin commun de création artistique. Toi, avec la peinture et le dessin, et quoi encore? Moi, avec l'art de la parole et de l'écrit. Mais nous nous sommes séparés, hélas, et le désir ne s'achève finalement pas. Ta peinture, comme tu l'as trahi. Tu as voulu être artiste. Tu as gagné une bourse d'études au collège d'art, mais tu l'as refusée à la fin. Tu ne voulais pas être comme tous ces artistes-là. Tu voulais être normal. Tu voulais te marier, avoir des enfants. Mais tu l'as fait, bravement. Tu as cessé de peindre comme si de rien n'était. Et ça t'a plu? Ça t'a porté le bonheur? Ne plaisantons pas là-dessus. Ordure! Espèce de salaud! Être en couple d'amants, c'est aussi probable, ou aussi peu probable, que le fait de peindre. Tu vis à la surface des choses. Tu vis à la surface de ta vie. Tu es matérialiste dans la mesure où tu te concernes exclusivement avec des choses matérielles. Bonne chose pour un artiste quand il s'agit de belles choses. Et tu es doué comme architecte intérieur. Tu sais choisir des meubles, des rideaux, des tapis, des couleurs. Mais tu occupes ton temps avec peu de choses, avec des choses sans substance. C'est comme ça que tu vis à la surface de ta vie. Pas comme moi, qui ne vis pas à la surface, mais aux profondeurs. Quand j'essaie de t'impliquer dans une conversation sérieuse, tu changes le sujet. Chaque sujet t'ennuie, après 5 minutes en tout cas. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais, tu écris des romans. Dans la conversation privée, dans les rencontres de tous les jours, on a en principe le choix de parler ou de se taire. Dans les situations de parole publique, il n'est pas ainsi. Le cadre public de l'événement crée l'attente que l'on va dire quelque chose,
et exclut ainsi le silence. Si vous me voyez monter sur cette estrade devant vous, messieurs, dames, ce n'est pas dans l'attente que je vous regarde sans rien dire, ou même sans s'occuper de vous. Vous attendez de moi que je vous parle, et pas que je vous dise n'importe quoi, comme « Salut les gars » ou « Quelle vieille baraque d'auditoire », mais que je prononce un discours et que vous vous renseigniez sur quelque sujet, ou j'essaie de vous persuader de quelque opinion. Dans les émissions de radio et de télévision, il est obligatoire que quelqu'un parle tous les ans, car ce serait un gaspillage des ondes sonores radiophoniques de garder le silence. On ne verra donc jamais à l'écran de télévision des invités qui se tiennent silencieux pour mieux se mesurer du regard, ou des commentateurs d'actualité qui se recueillent en silence sur les événements du jour. Et vu l'importance des médias dans notre société contemporaine, comme soutien principal du discours public, autrefois l'apanage des places publiques et des sénats, il n'est guère surprenant de constater qu'une étrange aptitude s'est développée parmi la classe politique et les autres constructeurs d'opinion, comme on dit, celle de continuer à parler lorsqu'on n'a vraiment rien à dire. C'est ce qu'on apprend, je suppose, dans les cours de parole publique maintenant. Et de là, cette étrange expérience tant de fois répétée, mais qui m'étonne toujours, celle d'entendre un individu ou un groupe d'individus parler d'une manière convaincue, même urgente, pendant 5 minutes, pour conclure, hélas, qu'ils ne disent strictement rien. Les ministres et autres virtuoses de la vie publique, lorsqu'on leur braque quelques micros sous le nez, semblent maîtriser la facilité de produire une réaction à un événement quelconque durant 2 minutes et vide de sens. Réunissez un groupe de journalistes ou d'universitaires à la suite d'un événement marquant, et ils prolongeront l'exercice à une soirée tout entière, presque sans exagération. Seule exception, dans le discours public où le silence est parfois en honneur, la scène. Mais l'on distingue assez strictement la parole dramatique et la parole discursive, et orateur et auditoire verraient mal, j'en suis sûr, quelque tentative que ce soit de marier les deux genres de paroles. Les uns, parce qu'ils seraient incapables de jouer une tirade sur la scène, les autres, par crainte d'être manipulés. En me présentant devant vous ce soir, en guise de conférencier, j'ai voulu m'insurger contre cette surproduction de la parole, caractéristique de notre temps. Mais comment? En prêchant le silence? Sans doute, mais dans ce cas-là, il faut prêcher d'exemple, et je craindrais de venir très vite à bout de votre patience en me tenant ici sans prononcer un mot, et en vous regardant comme un idiot, ou alors vous me prendriez assez vite pour un idiot. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas là la manière de procéder, j'en suis sûr. Je tiens par contre à attirer votre attention sur le fait de parler même. Ainsi, le moyen ou la méthode se voit promouvoir au sujet du discours. Le fond devient la figure. Maintenant, ne vous imaginez pas que j'ai l'idée de vous donner un cours d'éloquence publique. Il y a beaucoup d'autres qui s'acquitteraient de cette besogne beaucoup mieux que moi. En outre, ce n'est pas l'éloquence que je veux avancer parmi vous, mais une attitude de critique à ses abus. Si vous me permettez quand même de louer le silence comme un exercice de rhétorique,
Paradoxal, il est vrai. Vous me conviendrez que le silence apporte le recueillement comme la nuit apporte conseil. Il nous ôte le besoin de parler de quelque chose et il nous permet de réfléchir. De réfléchir à quoi? De réfléchir à des vérités qu'on ne dit pas. Je suis convaincu, chers auditeurs, que la parole, surtout publique, a la mission non seulement de communiquer nos pensées, mais d'occuper de la place, voire d'empêcher aux autres de prendre la parole. En cela, il ressemble au chant d'oiseaux. On sait en effet depuis longtemps que le phénomène du chant chez les oiseaux ne sert pas à des besoins d'expression ou à des fins esthétiques présumées, mais par contre à la démarcation et l'identification du territoire, et pour décourager d'autres oiseaux de même espèce de piétiner sur celui-ci. Armés de ce savoir, plantez-vous dans la nature à l'aube ou au coucher du soleil dans la belle saison, et vous comprendrez que les merles et les grives ne font pas de concert choral, loin de là, ils chantent les uns contre les autres. Mais revenons au silence humain. Le silence permet non seulement aux autres de se faire entendre, mais, dans l'absence d'autres voix, à nous-mêmes de laisser surgir les pensées qui nous préoccupent vraiment. Dans cette conférence, j'entends vous en faire la démonstration. Pensons au discours universitaire, surtout dans les sciences humaines. Il s'agit d'une production incessante, surtout en langue anglaise. Les jeunes gens commençant une carrière apprennent très vite qu'il faut publier, même si on n'a rien à dire. Il faut faire des expériences en psychologie, il faut faire des sondages, des questionnaires en sociologie. Même s'il s'agit des choses les plus banales du monde. Et regardez l'illusion du progrès. Il cite toutes les études qui ont été faites dans les 20 dernières années, et il parle du progrès fulgurant que l'on fait dans le domaine universitaire, qui n'existait pas, ou peu, il y a 20 ans, mais qui célèbre des triomphes d'aujourd'hui, qui explosent. Tout cela, c'est le discours intellectuel de notre temps. On a assisté à la bureaucratisation de l'intelligence. Il n'y a plus d'intellectuels, il n'y a que des universitaires. Il n'y a plus de philosophes ni de commentateurs politiques en dehors du monde universitaire. Ils ont été remplacés par des professeurs. Bientôt, il n'y aura plus d'écrivains. Ce seront des universitaires à écrire nos romans et nos pièces de théâtre. C'est pourquoi je prêche le silence. Je le prêche à tous ces universitaires. Mieux vaudrait qu'ils se taisent, tout simplement. Prêchant le silence, toutefois, il est difficile de prêcher d'exemple. Si on se tait, le monde vous oublie. Les gens qui comptent vous considèrent comme toutes ces multitudes qui ne comptent pas, et dont le sort est le silence. Non, mesdames et messieurs, pour prêcher le silence aujourd'hui, j'en suis persuadé, il ne faut pas se taire, il faut parler. Il faut justement monter au créneau, occuper la place qui devrait rentrer à ceux qui ont des choses importantes à dire, et dire quoi que ce soit. Mais comment quoi que ce soit? Ne faudrait-il pas témoigner de sa subjectivité, puisque c'est là le domaine précis que prétendent éviter nos universitaires bavards? Ils prétendent à l'objectivité, même s'il s'agit de l'objectivité des constatations les plus banales. Non, il faut confondre objectivité et subjectivité dans un geste souverain de destruction. Oui,
de destruction, parce que la subjectivité ronge cette prétendue objectivité bavarde et la détrône. Nous redoutons le silence. Tout l'art des médias est de parler toujours. Nous remplissons notre vie de tous les jours de paroles et de sons, afin de ne pas être face au silence. Il y a des discours universitaires dans les sciences humaines qui sont parfaitement superflus. Si on ne les poursuivait pas, la vie des hommes ne serait pas différente. Le monde ne cesserait pas de tourner, mais malgré tout, on les poursuit avec acharnement. Un jour, on les considérera, ces discours, de la même manière que la théologie scolastique du Moyen-Âge, intellectuellement rigoureuse, mais parfaitement inutile. Moi, je veux restituer la règle du silence dans l'Académie, que nous devenions sages et silencieux comme les moines d'autrefois, hommes qui prisaient le silence comme rien au monde. Mon maître, auquel je me suis adressé déjà, c'est lui qui m'a enseigné cette leçon. Moins on sait, plus on en parle. Mesdames et messieurs, je vous parle maintenant depuis plus d'une heure. Comme je vous ai averti au départ, je n'avais rien à dire comme conférence, et en effet, je n'ai rien dit. Loin d'être gêné par cet aveu, je m'en félicite. De moi, vous n'aurez jamais que le silence. Je suis l'homme du silence et de la contradiction, et j'ai pris la résolution de l'être en toute plénitude. Malgré tout, vous me le direz, le silence et la contradiction sont choses connues. Vous me direz que tous les arts modernes se livrent à un tel exercice de style, s'il ne s'agit que de cela. Mais je crains que les arts modernes soient peu en honneur parmi vous, et que les artistes les plus reconnus ne trouvent plus d'auditoire. C'est une belle chose d'écrire un livre plein de pensées choquantes, mais si personne ne le lit? Non, je suis persuadé que le silence s'éteint dans notre monde, et que la contradiction s'éteint aussi. Nous sommes trop savants maintenant, trop sûrs de notre savoir, pour laisser quelque chose que ce soit sans réponse. Ainsi, lorsque toute question possible a sa réponse, les questions ne sont posées que pour évoquer des réponses rassurantes, et le silence devient impensable. Voilà ce qui arrive en effet dans notre monde aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai choisi le métier d'homme de silence et de contradiction. Pourquoi j'ai choisi de faire des conférences à des salles comme celle-ci, des conférences vides de contenu objectif et qui ne font qu'attirer l'attention à leur manque d'information. Mesdames et messieurs, je vous l'ai bien dit au départ. En m'écoutant, vous avez perdu votre temps. Vous avez passé cette soirée sans rien apprendre. Merci. Vous venez d'entendre une conférence que je ne prononcerai jamais, pièce radiophonique de Terence Craig.
Je me sens comme un... Mathilde a dit ça. C'est drôle. Papa